Bon, je vais vous présenter un bilan des connaissances sur la vallée du Tar. Le Tar étant un fleuve qui se trouve, on va dire, dans le sud-ouest de la Corse, du moins qui se jette dans le golfe du Valinco, qui est ce grand golfe que vous voyez au sud-ouest ici de la Corse. La vallée du Tar étant celle-ci, elle prend sa source dans le massif du mont Rinoso, qui est cette grande crête nord-sud ici, et plus particulièrement au col de Verdi qui est là, col de Verdi qui permet le passage donc du sud-ouest de la Corse à la plaine orientale de l'île. Alors, sur ces deux cartes, j'ai voulu vous mettre en relief, c'est le cas de le dire, les montagnes de Corse, sachant que les zones grises là, que vous voyez au milieu, qui forment cette dorsale qui va du nord-ouest au sud-est, culminent à plus de 2000 mètres. Donc une géologie et une géographie très contrastées pour la Corse, qui va s'exprimer aussi dans la géographie des différents bassins versants. Hein, c'est l'idée générale de la carte qui est à droite. C'est la carte des bassins versants, le plus grand étant celui du Gaulo ici, ensuite celui du Tavignane ici, et puis le Tar étant le troisième plus grand bassin versant de Corse. De mémoire, le fleuve fait un peu plus de 40 km de long. Alors, quelques vues du fleuve et de la vallée, en commençant à l'envers, en fait, en commençant par l'embouchure. Voici ce que donne une vue aérienne hein, de l'embouchure du Tar. On est au début de l'automne. Donc, vous voyez, c'est le moment où le fleuve reçoit des précipitations et qu'il reperce le cordon sableux pour se jeter directement dans la mer à travers cette espèce de gros un peu bizarre là. Donc, vous voyez les sédiments qui pénètrent dans la mer. Habituellement, à la saison sèche, on a une sorte d'étang qui se forme derrière cette dune sableuse et l'eau se déverse très lentement en passant sous le sable. Alors, on a aussi une basse vallée hein, qui est juste derrière cette zone de plage. Alors, désolé, la photo est un petit peu floue. Cette basse vallée est une zone d'étang. Il y a deux grands étangs permanents dans cette zone, mais il y en a plusieurs autres qui sont non permanents. Par exemple, sur cette photo, hein, on a je ne sais plus comment s'appelle le troisième étang, là, l'étang de Porto-Pôle, qui n'apparaît qu'en cas de précipitation, notamment sur cette photo ici à l'automne. La moyenne vallée est essentiellement constituée de collines. Ce sont des reliefs granitiques très émoussés et dont les terrains sont largement drainés par tout un réseau dense de petits cours d'eau qui sont plus ou moins permanents, plus ou moins saisonniers. Et puis enfin, la haute vallée, donc le massif du Rinoso, Rinoso qui culmine, je crois, à 2400 mètres, où on a la roche à nu, hein, quasiment sur tous ces massifs, et puis quelques lacs de formation glaciaire, hein, dont certains tiennent par l'intermédiaire de moraines, comme ici le lac de Torino. Alors voilà pour la diversité des paysages géologiques. Ma communication va surtout donc traiter d'archéologie, certes. On va rester sur une période qui va des origines, c'est-à-dire du Mésolithique jusqu'à la fin de l'âge du bronze, donc à peu près vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et au niveau du territoire impacté, on va surtout parler de la basse vallée, de la moyenne vallée, puisque c'est là qu'ont eu lieu la plupart des opérations archéologiques. Hein. Dans la haute vallée, il y a quelques contextes, mais qui demeurent finalement assez mal connus. Donc voilà une carte de répartition des sites mésolithiques, néolithiques et de l'âge du bronze dans la basse et la moyenne vallée du Tar. Donc tous les points rouges sont des habitats. Et sur cette carte figurent aussi les réseaux de mégalithes. Hein. Vous voyez, la petite icône pi marque les sépultures mégalithiques, c'est-à-dire les dolmens et les coffres. Et puis les petites barrettes rouges marquent les monolithes, menhirs et statues menhirs. Donc on a des concentrations particulièrement denses dans la basse vallée, ici sur quelques kilomètres carrés, avec des sites, même si ça ne se voit pas trop parce que le relief n'est pas vraiment détaillé ici, mais des sites qui sont essentiellement installés vraiment sur les piémonts,
au contact de la plaine alluviale, plaine alluviale qui évidemment n'a pas toujours eu cette forme-là au fur et à mesure des siècles et des millénaires, mais ça, c'est Marc-Antoine qui va en parler beaucoup mieux que moi. Alors, je commence par le site le plus ancien découvert sur ce territoire. C'est ce petit abri, vous voyez, c'est un abri en tas faune, c'est une formation d'érosion granitique très, très caractéristique dans le paysage du sud de la Corse. On est sur le site de Campus Stefano et cet abri sous auvent a été utilisé par un groupe du Mésolithique. On est vers 8500 avant notre ère. Il est très probable que cette zone ait servi de campement, probablement sur un temps relativement court. Mais surtout, cet abri a servi de cavité sépulcrale, puisqu'on a une tombe, plutôt on a deux tombes. Une tombe datée à 8005 avant Jésus-Christ, qui est une tombe individuelle de cet individu que vous voyez sur la photo. Et puis, probablement quelques décennies plus tard ou quelques siècles plus tard, cet abri est utilisé à nouveau par des Mésolithiques dans le cadre d'une sépulture collective qui va cette fois accueillir 7 individus, dont des immatures, c'est-à-dire quelques enfants ou jeunes adolescents. C'est le seul site mésolithique qui se trouve dans ce territoire. Et comme le reste de la Corse, il semble que vers la fin du Mésolithique, vers 6600 ou 6500, le peuplement de cette région se soit éteint. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate dans toute la Corse. Nous n'avons aucun site entre moins 6006 et moins 5008. Donc on suppose pour l'instant une extinction du peuplement pendant ces 2 tiers de millénaire. Donc un nouveau peuplement se met en place vers 5008 et ces gens qui arrivent sont porteurs d'une culture matérielle bien connue en Italie qu'on appelle l'impresa. Ce sont des gens qui sont porteurs d'une économie néolithique, ce sont des éleveurs agriculteurs, ce ne sont plus des prédateurs comme au Mésolithique. Ce sont des gens qui viennent et qui produisent localement de la poterie en terre cuite. D'où le nom d'ailleurs de culture impresa, tout simplement parce qu'ils font des décors imprimés sur leur poterie, décors imprimés qui sont le plus souvent réalisés à l'aide d'un coquillage, d'un dos de coquille. Et ces décors sont parfois abstraits, souvent géométriques et parfois aussi figuratifs, comme vous voyez sur ce fragment de jarre en haut, dont les multiples impressions semblent figurer un animal, peut-être une vache, peut-être une chèvre. Ce n'est pas très, très facile à reconnaître. Que vous dire de plus? Oui, ces gens-là, ils sont en communication avec la Toscane et avec la Sardaigne, notamment à l'époque immédiatement suivante, qu'on appelle l'époque cardiale du néolithique ancien. Je dis qu'ils sont en contact avec la Toscane puisque les décors de la poterie sont les mêmes, que l'on soit en Toscane, en Corse ou en Sardaigne à cette époque. Et puis on sait par ailleurs que ces gens-là importaient de Sardaigne du silex pour leur outillage. Alors cette époque impresa, suivie par l'époque dite cardiale, ces deux époques sont représentées sur au moins 2 sites dans la vallée. Donc le site de Campus Stefano, qu'on a vu avant pour cette petite grotte en granit, et puis ici sur la photo, les fouilles de Basy, que je vous montre. Là, ce sont les fouilles en cours. Basy, c'est un site qui avait été fouillé par Gérard Bayou dans les années 60. Et depuis 6 ans maintenant, Thomas Perrin de l'Université de Toulouse a repris les fouilles et il est en train de bien caler chronologiquement tout ça. Alors, la fin du néolithique ancien est également présente, mais sur un seul mètre carré. Alors, ce n'est pas très significatif. On est vers 5000 avant Jésus-Christ, sous le niveau de fonctionnement du dolmen de Contramayo. Donc, vous avez une planimétrie ici partielle du dolmen de Contramayo
qui se trouve à 600 mètres d'altitude. Il n'est pas vraiment dans la vallée, il est plutôt sur le côté de la vallée, sur un éperon. Et donc, on a fouillé ce dolmen ces dernières années, et en passant sous la sépulture, on s'est aperçu que le monument mégalithique avait été construit probablement sur une zone d'habitat, ou peut-être de sépulture d'ailleurs, qui datait de 5000 avant Jésus-Christ. Alors, le dolmen en lui-même, il a été construit très probablement autour du 43e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on est en plein néolithique moyen. Et c'est une chronologie qui est finalement assez récurrente. En Corse et dans le nord de la Sardaigne, pour ce type de monument funéraire. On est là tout à fait contemporain des plus anciens dolmens de Montéréville, dans le nord de l'île. On est aussi contemporain des grands dolmens du sud-est de la Corse, comme Tivula, du Poggioredo. Et puis, on est également contemporain de la nécropole dolménique de Limours, dans le nord-est de la Sardaigne. Alors, ce qui est intéressant avec ce dolmen, alors il se trouve ici, c'est que lors des prospections qu'on a pu faire, c'était en 2020, pendant la fouille autour du monument, on a eu la chance de trouver 2 aires domestiques, donc des aires de développement où vont s'étaler des maisons, des villages, pour faire simple. Donc 2 villages, en fait probablement un seul village, mais séparé ici, vous voyez, par ce talweg et donc par un cours d'eau qui passe ici. Donc des 2 côtés du cours d'eau, on a mis des concentrations de maisons. Alors les maisons à cette époque-là, on est vers moins 4000. Ces maisons, ce sont des grands rectangles qui font à peu près 15 mètres de long sur 7-8 mètres de large, qui sont matérialisés par des dalles verticalisées. Ici, en l'occurrence, ce sont des dalles de granit. Donc on va retrouver du nord au sud de la Corse ces maisons avec des soubassements constitués de ces dalles de granit. Pour l'anecdote, vous aurez peut-être noté qu'on a également ici, juste à côté du dolmen, un habitat fortifié de l'âge du bronze. Alors on passe au néolithique récent, qui est également présent dans le dolmen de Contramayo. C'est une période qui est caractérisée par l'industrie et la culture basienne. Alors basienne, tout simplement, parce qu'elle a été définie sur le site de Basy, dont on a parlé tout à l'heure pour le néolithique ancien. Alors cette culture basienne, elle nous a produit une poterie tout à fait récurrente et significative, avec quasiment tout le temps les mêmes vases, et le même vase, je dirais, qui est cette forme globulaire carénée avec un col. Et vous voyez que depuis la carène, c'est-à-dire depuis cette angulation ici, vont toujours se décoller 2 ou 3 ou 4 cordons verticaux qui rejoignent un fond arrondi qui est monté sur un petit pied annulaire. Donc ça, c'est vraiment la poterie typique du basien. Et cette industrie basienne, elle est complétée aussi par une industrie de débitage de grandes lamelles sur obsidienne qui est importée à l'époque de Sardaigne, de même que le silex. Mais là, pour ce 4e millénaire, on est dans des fréquences beaucoup plus importantes pour l'obsidienne, que pour le silex. C'est vraiment l'âge de l'obsidienne, le 4e millénaire en Corse. Donc je poursuis, on arrive au chalcolithique, on est au 3e millénaire cette fois, donc on peut aussi parler de néolithique final, avec un très grand site qui se trouve sur une basse colline rocheuse de la basse vallée. C'est le site d'Icalan qui s'apparente, qui a été fouillé pendant très longtemps par Joseph Cesari. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Marc-Antoine il y a 18 ans. À l'époque, on avait tous les deux plus de cheveux. Et donc, c'est un grand habitat qui se matérialise par la présence de plusieurs grandes maisons avec des soubassements maçonnés, qui sont en fait des solins. Ces bâtiments sont de plan rectangulaire. Ils rappellent un petit peu les maisons du milieu du néolithique, mais la grande différence, comme je disais, c'est qu'au néolithique moyen récent, on est sur des dalles dressées, alors que là, on est sur des appareils maçonnés. Voilà ce que ça peut donner en termes de photos.
Et nous sommes ici à une époque que l'on appelle le terrien, hein, de façon culturelle, avec une culture matérielle qui, elle aussi, est très stéréotypée. Le terrien, ce sont essentiellement ces formes basses que vous voyez sur cette planche, avec ces décors, hein, d'incision en chevron qui sont extrêmement fréquentes. Alors, ce terrien, il se caractérise aussi par une industrie lithique, hein, une industrie sur pierre taillée. Et cette fois-ci, exit l'obsidienne. Hein, les contacts avec la Sardaigne se sont raréfiés considérablement et les terriniens vont utiliser des ressources locales, à savoir la rhyolite. Et ils vont développer un savoir-faire sur la rhyolite qui est tout à fait convaincant. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème, ça fonctionne également très bien. Ces terriniens sont des populations chalcolithiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles maîtrisent la métallurgie, notamment la métallurgie du cuivre. Et ça, c'est attesté sur ce site d'Icalan qui, par la découverte de plusieurs creusets et également de petits objets en cuivre. Je poursuis. Alors, la fin du chalcolithique en Corse est une période vraiment mal connue. En fait, entre 2200 et 1800 avant notre ère, on a une sorte de gap dans la connaissance scientifique. Et cette période, qui plus est, correspond en contraste sur le continent et en Sardaigne, avec une période, à l'inverse, est très bien connue, qui est l'époque qu'on appelle campaniforme. Alors, cette époque s'appelle campaniforme puisque c'est l'époque qui voit se démocratiser une vaisselle, une poterie de type campaniforme, c'est-à-dire avec des gobelets en forme de cloche et une décoration tout à fait typique, hein, essentiellement à base d'impression. Alors, cette poterie campaniforme, elle est quasiment absente en Corse, alors qu'elle est très présente dans le sud de la France et en Sardaigne, notamment dans les contextes funéraires. Alors, elle est quasiment absente en Corse, sauf dans la basse vallée du Tarn, où on a au moins deux contextes, à savoir Icalan, qui est ici en haut, et Monti Barbat, en bas, deux sites donc, qui ont livré des vases à décoration de type campaniforme, très probablement dans les deux cas issus de sépultures. Donc voilà, l'état des lieux sur le campaniforme, c'est difficile de synthétiser pour l'instant, donc je vous propose juste cette diapo comme ça pour information. On ne peut pas en dire grand-chose en l'état des lieux. On passe à l'âge du bronze véritable, avec l'âge du bronze ancien, qui se matérialise dans notre espace de réflexion par la poursuite de l'utilisation des dolmens et même, pourquoi pas, la construction de certains d'entre eux, et notamment ici le dolmen de Sitiva, que vous voyez ici, hein, vous voyez la chambre sépulcrale ici et le tumulus apéristallite autour, avec des menhirs aussi qui sont présents et qui monumentalisent ce site. Alors, c'est Roger Grosjean qui a fouillé ce site-là dans les années 70, et le seul niveau préhistorique conservé était une sépulture de la fin du Bronze ancien, matérialisée par une vingtaine de petits vases disposés sur un dallage. Ce Bronze ancien est également la période qui va avoir le territoire investi par un véritable réseau de menhirs. Et ces menhirs, sur le territoire, ils ne sont pas implantés n'importe où. Ils sont toujours implantés sur, on va dire, les endroits où le cheminement est forcé et obligatoire, si vous voulez, les endroits où les gens étaient obligés de passer dans un cadre de circulation d'un point A à un point B, c'est-à-dire sur l'école, c'est-à-dire au niveau des carrefours naturels et au niveau des gués des rivières. Là, au seul endroit où les gens pouvaient traverser une rivière, souvent en Corse, on a un menhir. Et vous savez aussi bien que moi que les chemins, les voies de communication sont des choses qui se perpétuent, hein, souvent depuis des époques très anciennes.
Et si on s'amuse à superposer la dispersion des menhirs de Corse avec notre réseau d'anciens chemins qui nous est connu par les sources du XVIIIe siècle, hein, c'est ce que j'ai fait sur cet extrait cadastral en bas à gauche, vous vous apercevez que les menhirs, qui sont ici les points, les carrés rouges, se trouvent toujours à des carrefours. Ce serait même dans ce cadre-là intéressant d'aller prospecter les autres carrefours, voir si on n'a pas d'autres menhirs. Preuve, s'il en est, que ces chemins vont se perpétuer, hein, au fur et à mesure du temps. Donc on y voit une sorte de réinvestissement du territoire par les populations de l'âge du bronze, qui ont probablement un besoin accru de structurer leur réseau de communication. Ce sont des gens qui, je vous le rappelle, n'ont pas de carte, ils n'ont pas Google Earth ou Google Maps, donc ils voient toujours leur territoire selon une perspective véritablement horizontale, alors que nous avons l'habitude de penser nos discours territoriaux à la verticale, hein, tout simplement en vous présentant des cartes, comme je fais là, hein. Et j'imagine que Marc-Antoine aura des cartes aussi, mais il faut toujours garder à l'esprit que ces gens-là n'en avaient pas et que donc leur conception de l'espace est forcément différente. Et donc les besoins de structurer cet espace le sont aussi, et peut-être que l'existence et la dispersion de ces menhirs est justement là pour affirmer ça. Alors, cet âge du bronze ancien est également la période où vont se mettre en place les grands habitats fortifiés du sud de l'île, hein, qu'on appelle localement les castets. Et c'est notamment le cas sur le site d'Icalanque, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure pour le chalcolithique. En fait, l'habitat chalcolithique va se développer à l'âge du bronze ancien et les zones les plus hautes du site vont à cette occasion être investies et une fortification va être bâtie. Il s'agit là d'architecture cyclopéenne en pierre sèche, hein, comme vous voyez sur cette photo. On a là une double enceinte qui barre l'accès à la zone sommitale. Ces habitats fortifiés, ou plutôt ces fortifications, ne protègent pas toujours des habitations. Ou plutôt, il n'y a pas toujours d'habitation à l'intérieur des fortifications. On a tous les cas de figure. On a des fortifications avec des maisons à l'intérieur, on a des fortifications avec des maisons à l'extérieur, et on a des fortifications avec des maisons à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est en lien avec l'habitat, mais la fortification n'est pas toujours à proprement parler l'habitat. Elle constitue, dans la plupart des cas, le noyau central du village de l'âge du bronze. Cet âge du bronze ancien est toujours dans cette optique de structurer et d'exploiter les territoires et les terroirs, va se structurer avec l'apparition d'un réseau de petits habitats ouverts, c'est-à-dire non fortifiés, qui sont tout simplement et probablement des fermes qui sont dédiées à l'exploitation des terrains qui sont alentours. Et c'est le cas notamment de ce site, hein, de Campousté, dont on a déjà parlé aussi tout à l'heure pour le mésolithique. Vous voyez, l'abri sous roche dont on parlait tout à l'heure pour la sépulture mésolithique, il est ici. Mais à l'âge du bronze ancien, nous avons par exemple la construction de ce grand bâtiment elliptique, hein, qui est en fait une habitation. Les habitations de cette époque-là sont en général de cette forme-là et de ces dimensions-là. On est à plus de 17 mètres de long ici pour 6 mètres de large. Et vous voyez que l'architecture est de type orthostatique, c'est-à-dire qu'on a des gros blocs de granit qui vont présenter toujours une face interne plate. Alors, ces fermes, elles sont probablement dédiées à l'élevage, mais aussi et surtout à l'agriculture. Et ça, on le sait parce qu'à l'intérieur de ces maisons, on va trouver des aires de stockage, notamment des aires de stockage ensilées, c'est-à-dire enterrées dans des jarres. Donc voici un exemple de jarre enterrée qu'on a découvert dans cette structure de composté, jarre qui est reconstitué virtuellement sur la droite. Pour information, ce sont des jarres qui font à peu près 100 litres.
Et donc, il pouvait contenir du grain, des céréales, donc probablement plutôt de la farine, mais elle pouvait également contenir des glands, parce que on le sait par ailleurs, mais on mange énormément de glands de chêne à l'âge du bronze dans le sud de la Corse. Alors voici un plan de la structure. Les deux taches oranges que vous voyez, ce sont les fosses silos. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur le site, nous avons plusieurs structures de ce type-là qui sont subcirculaires en général quand elles sont bien conservées, avec toujours un trou de poteau au centre, ce que vous voyez en jaune ici. Et on suppose que ce sont des greniers. Donc là aussi, vous voyez, la vocation agricole du site semble être soulignée par ces structures qui sont au nombre de 5 ou 6 ici. 5 ou 6 pour une seule maison. Alors, l'âge du bronze moyen est caractérisé par comment dire, une accélération du rythme d'apparition des sites fortifiés. Il y en avait qu'un ou deux dans la basse vallée du Tarbes au bronze ancien. À partir du début du bronze moyen, on va plutôt être dans l'ordre de 15 ou 20. Et parmi ceux-ci, nous avons ici le site de Contorbe, qui est l'un des mieux conservés et des plus caractéristiques, puisqu'on a toutes les composantes ici. Donc, vous voyez l'enceinte là qui fait le tour. Je n'ai pas mis d'échelle, malheureusement, mais bon, ça fait à peu près 50 mètres de long dans ce sens-là. Vous voyez que ce n'est pas très grand non plus. Donc, l'enceinte ici, on pénètre à l'intérieur par cette entrée qui se trouve là. Au milieu du site se trouve toujours une tour qu'on appelle en Corse d'or, qui est un monument donc en forme de tour, tronconique, qui est élevé en maçonnerie de pierre sèche, souvent en appareil cyclopéen, et qui est très inspiré des nuraghi de la Sardaigne qui apparaissent au même moment. La fonction de ces tors, elle est probablement de l'ordre du grenier fortifié, mais ce sont des structures polyvalentes qui servent également pour la transformation des denrées. C'est-à-dire on a souvent des stations de meunerie à l'intérieur, donc on va transformer le grain en farine. Et puis on a aussi de très grands foyers qui servent probablement à la panification et ou à la torréfaction. Et puis donc des zones de stockage un petit peu partout à l'intérieur de ces bâtiments qui comportaient un étage. On ne peut pas exclure également un rôle défensif et militaire. Alors, ce qui est intéressant à Contorbe, c'est qu'on a également des habitations, vous voyez, dans ces espaces-là latéraux, habitations qui sont installées contre l'enceinte. L'enceinte est mitoyenne, qui permet d'économiser des murs. Voici une vue de la torre centrale de Contorbe. Au même moment, nous avons d'autres habitats qui apparaissent dans le secteur, comme je le disais, d'autres castés, d'autres habitats fortifiés. Le plus grand d'entre eux, qui est aussi le plus grand à l'échelle de la Corse, c'est le site de Monti-Barbate, dont vous voyez l'enceinte ici. Cette enceinte est conservée sur près de 5 mètres. Voilà, donc je continue. Alors, ce qui est intéressant sur ce site de Monti-Barbate, c'est que l'évolution de la fortification est très nette tout au long du bronze récent et final. Je vais vous le montrer avec cette petite animation. Donc, le site apparaît au bronze moyen, au début du bronze moyen, on est vers 1600, 1500 avant Jésus-Christ, donc c'est le bronze moyen 1-2. Et à cette époque-là, il fait à peu près 1 hectare et il occupe la zone sommitale du relief. Au bronze moyen 3, on constate une extension du site vers le sud-est. C'est l'enceinte que vous voyez en orange sur la carte. Et puis, au bronze récent, on a cette enceinte qui est matérialisée en jaune sur la planimétrie. Et là, on a une superficie qui atteint quasiment 4 hectares. Alors, cet accroissement progressif du site entre 1600 et 1200 avant Jésus-Christ, on suppose qu'elle est due à une augmentation de population. Cette augmentation de population, elle ne semble pas seulement due
au succès de l'économie du site. En fait, ce qu'il faut remarquer en mettant en perspective toutes les données disponibles dans la vallée, c'est que beaucoup de sites, en fait, comme Comptoir, par exemple, sont abandonnés vers 1400, 1300 avant Jésus-Christ. En fait, la plupart d'entre eux vont apparaître vers 1006 et ils vont disparaître vers 1003. Et à l'inverse, il y a un, deux ou trois sites qui vont grandir d'un coup à cette époque-là. Donc, il est facile de tirer la conclusion que les populations ont quitté certains sites pour se regrouper dans d'autres et pour former probablement une puissance plus importante, une force de frappe aussi plus importante et exploiter des territoires probablement beaucoup plus larges avec à la tête de ces entités des élites dont la puissance est probablement accrue. Alors on a aussi une micro-fortification, je dirais, qui se met en place à la toute fin de l'âge du bronze sur la zone sommitale, en bleu sur la figure. Alors, je vous ai mis sur la gauche ce graphique qui représente les dimensions des différents sites fortifiés, non pas du Tard, vous ici, mais de tout le sud de la Corse. Donc j'en ai pris une douzaine parmi les plus caractéristiques. Vous voyez que les dimensions sont assez petites et relativement homogènes, notamment pour les 8 premiers là. On n'a que Tap qui est un peu plus grand, Philitose qui est un peu plus grand, et puis Monti Barbate qui vient au fur et à mesure du temps. On a les 3 étapes ici, exploser totalement les compteurs avec 3 hectares 5 sur la dernière époque d'utilisation. Alors, ce site de Monti Barbate, il est caractérisé aussi par la présence bien évidemment de maisons, d'habitations, qui ressemblent à celles qu'on a vues tout à l'heure pour Campousté. Enfin, nous, en gros, on est sur des ellipses ou alors sur des rectangles à angles arrondis. Vous voyez ici 2 phases pour la maison 1 du site avec les différents réseaux de trous de poteaux. Alors, ce bronze récent, donc, qui est matérialisé par les regroupements de population, il est également caractérisé par l'apparition des statues menhirs. Ces statues menhirs sont donc des menhirs anthropomorphes, puisqu'on voit assez bien des détails qui rappellent l'anatomie humaine, notamment la tête, parfois les bras. Et ces personnages qui sont sculptés dans le granit portent également des vêtements et des armes offensives et des armes défensives. Alors, vous voyez ici quelques statues menhirs présentes sur le site de Monti Barbate avec leurs attributs préférentiels, comme le casque ici et l'épée dont vous voyez le manche ici, une autre épée ici avec le manche, la garde ici et le pommeau là, et puis un troisième monolithe avec une autre épée ici. Alors, les 4 statues menhirs de Monti Barbate ont été trouvées malheureusement en position secondaire, mais regroupées au même endroit quand même, ce qui permet de dire qu'elles formaient une sorte d'alignement peut-être à l'âge du bronze récent, près de l'entrée du site du bronze récent. Et ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, on a un dolmen qui est un petit peu plus vieux, qui était détruit lui aussi. Et on se demande en fait si les statues menhirs ne viennent pas en fait s'implanter à côté de ce vieux dolmen quelque part, si de cette façon elles ne viennent pas justifier, je ne sais pas comment m'expliquer, c'est pas facile à expliquer. Mais l'érection de ces statues menhirs à cette époque-là contre un monument plus ancien pourrait permettre aux élites du bronze récent qui se font représenter par ces statues menhirs de justifier en quelque sorte leur légitimité à dominer ce site en s'inscrivant en quelque sorte dans la lignée de ce glorieux ancêtre qui avait été mis dans ce dolmen auparavant. On serait là dans un phénomène qui rappelle un petit peu la mode de l'héroïne dans les colonies grecques du début de l'Antiquité. Alors, on a aussi des tombes dans ce bronze récent.
et notamment des tombes des élites de cette époque-là. Donc on revient une nouvelle fois dans la brique de Campus Stéphanou, qui a livré une sépulture du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sépulture caractérisée par la présence d'un lot exceptionnel de parures. On est là dans un ensemble qui compte 25 perles en ambre, 30 perles en verre bleu et une perle en bronze. Et ce qui est intéressant dans cet ensemble, c'est que l'ambre provient de la Baltique, mais que la forme des perles montre que cet ambre il a été taillé, mis en forme dans un atelier du Péloponnèse, en Grèce. Les perles en verre ont été faites à partir d'un sable mésopotamien, mais ce sont des perles produites en Égypte. Quant à la perle de bronze, on ne sait pas d'où vient le cuivre, mais l'étain qui est à l'intérieur, il ne venait pas de Corse. Je ne sais pas d'où il vient, mais il ne venait pas de Corse. Donc cet ensemble de parures montre à lui seul l'état et l'étendue des réseaux d'approvisionnement auxquels pouvaient faire appel ces élites de l'âge du bronze récent du sud de la Corse. Et ça illustre aussi la véritable mondialisation, en quelque sorte, qui a lieu en Méditerranée à cette époque-là et qui est probablement diligentée par les Mycéniens et qui passe notamment par Chypre. Alors, je termine avec le site de Philitose, qu'on a remis en fouille cette année. C'est le site, un des sites les plus connus pour la préhistoire corse. Il a été fouillé notamment dans les années 60 et 70 par Roger Grosjean et Enrico Azzeni, dans la zone que vous voyez en orange ici. Alors, c'est un habitat fortifié qui est installé sur cet éperon-là, allongé. Il y a une enceinte qui fait tout le tour du site. Et puis, on a une tor ici, une autre tor là, peut-être une troisième tor ici près de l'entrée. Et les fouilles 2021 ont été réalisées ici dans ce rectangle orange. Voilà une vue aérienne du site avec les deux tors. Vous voyez ici le Monti Barbato dont je parlais juste avant. Donc les deux sites sont en lien visuel. La tor à ouest ici, la tor à centrale là, les fouilles anciennes qui sont ici et la fouille 2021 qui est là. Donc, le site est connu parce qu'il a livré une trentaine de statues menhirs. Statues menhirs, malheureusement, découvertes en position secondaire. Beaucoup d'entre elles étaient remployées dans les architectures des bâtiments de l'âge du bronze. Donc, elles avaient été tronçonnées. Elles n'ont pas été brisées violemment. Elles ont véritablement été tronçonnées pour servir de matériaux de construction, notamment à la tor centrale qui est ici. Voilà quelques exemples de ces statues menhirs présentes sur le site et qui figurent probablement des guerriers ou du moins des élites guerrières. Et on a eu la chance, en faisant le sondage en 2021 contre l'enceinte nord-est, de découvrir cet alignement de fosses, ici, que vous voyez en vert jaune, qui, à mon sens, constitue en fait un fossile d'un alignement de statues menhirs démantelées du bronze récent. Alors, les datations concordent, on est toujours entre le XIIIe et le XIIe siècle pour les comblements des fosses. Et puis, on a eu la chance de trouver ici un fragment de statue menhir carrément en lien avec cette fosse ici. Donc voilà, ça c'est du work in progress. Il va falloir qu'on confirme tout ça dans les prochaines années. Mais en tout cas, ça commence à sentir très beau. Et dernière chose pour ce sondage, je précise que les fosses qui sont ici, qui sont en fait quasiment toujours en lien avec les fosses qui sont en jaune, sont en fait des espèces de foyers. On a entretenu des feux dans ces creusements. Et elles datent exactement de la même époque. En tout cas, elles sont posées sur les mêmes sols. Voilà une vue de la fosse et une vue de la base de statue menhir. Ce fragment constitue en fait la partie qui était souterraine de la statue menhir. Et voilà, j'achève ce panorama général de la vallée du Tar par le bronze final. Alors, ce bronze final, c'est une période qui est très bien connue dans le sud de la Corse. Il y a de nombreux sites partout.
partout, sauf dans la vallée du Tar avant, où on a l'impression qu'on a une désertion de la vallée à cette époque-là. C'est assez étonnant, mais le nombre de sites chute totalement vers 1200 ou 1150 avant Jésus-Christ. On ne comprend pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est une problématique qui me semble très porteuse pour les années à venir. Il va falloir vraiment s'attaquer à ce problème, et notamment par la voie économique et géomorphologique. Et c'est pour ça que je compte sur Marco, peut-être pour nous dépatouiller tout ça dans les années à venir. Voilà, bon, il y a marqué conclusion, mais je n'ai pas vraiment de conclusion. Je préfère peut-être, ce sera peut-être plus utile qu'on ait un débat à la fin des deux communications. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, comme Kevin le disait, ça fait donc presque une vingtaine d'années maintenant que l'on se connaît et qu'on discute ensemble sur donc les problématiques à la fois archéologiques et environnementales sur la Corse et plus précisément sur la vallée du Tar où on a pu se rencontrer. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'évolution du paysage depuis l'Holocène moyen en Corse, avec notamment un focus sur la partie aval de la vallée du Tar, en essayant de donner justement un contexte un peu environnemental aux découvertes archéologiques qui ont pu être faites dans le secteur, puisque, bon, comme le disait Kevin, c'est une des vallées majeures pour l'occupation, en tout cas archéologique, l'occupation ancienne, l'occupation préhistorique de la Corse. C'est une des vallées finalement qui a été à la fois le mieux renseignée et à la fois une des vallées qui a présenté la plus grande diversité, la plus grande continuité d'occupation au cours de la préhistoire. Donc, c'était pour ça que c'est aussi un des lieux qui est les plus privilégiés finalement pour l'étude paléo-environnementale, et notamment pour les problématiques qui sont liées aux interactions entre l'homme et son environnement. C'est d'avoir finalement la chance d'avoir un secteur qui présente une occupation sur le temps long et d'avoir des éléments d'étude de l'environnement ancien qui sont particulièrement intéressants, particulièrement nombreux. Donc là, vous avez une photographie depuis le site d'Ikalang qui domine finalement la plaine alluviale du Tar. Bon, vous avez sur la droite de la diapositive, vous avez donc la zone aval avec le littoral, et juste en contrebas du site archéologique, vous avez donc un petit étang qui s'appelle l'étang de Caniche, qui a été donc l'endroit où on a réalisé plusieurs carottages, donc à la fois depuis les années 80, mais aussi donc au cours de ma thèse de doctorat. Je vais vous présenter donc en partie les résultats qui ont été acquis sur ce secteur. Donc rapidement, voici un petit peu la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc je vais vous rappeler les antécédents scientifiques, c'est-à-dire les problématiques environnementales qui existent sur la Corse, mais aussi plus précisément sur la vallée du Tar. Quelles ont été les grandes questions que l'on s'est posées sur à la fois l'occupation du secteur et sur la dynamique environnementale qui existait à l'époque contemporaine, donc des occupations anciennes. Je vous présenterai donc rapidement les méthodes que l'on a mises en place pour essayer de répondre à ces questions, pour aller progressivement vers les résultats et les interprétations que l'on a pu tirer de ces résultats. Et enfin, je présenterai à la fin quelques perspectives de recherche qui sont en lien donc, avec ce que vient de dire Kevin. Donc, je vais reprendre un petit peu les grands traits de ce qu'a déjà présenté Kevin. Donc, la vallée du Tar est localisée donc, dans le sud-ouest de la Corse. C'est une zone géologique principalement composée donc, de granit. Je ne parlerai pas de la géomorphologie pour le moment, je resterai sur la géologie, donc pour des formations qui sont assez résistantes, on va dire, à l'érosion. Donc, on a une vallée qui est particulièrement encaissée avec une vallée moyenne qui est pratiquement inexistante. On a simplement une basse vallée qui se développe dans les parties les plus basses.
Là, au niveau de la végétation, donc ça reprend exactement ce que disait Kevin, c'est-à-dire qu'on a un étagement de la végétation qui est en fonction de l'altitude. C'est finalement une des grandes caractéristiques de la Corse, hein. La plupart des descriptions de l'île font état donc d'une montagne dans la mer. Et donc, on retrouve à l'image des reliefs, on retrouve les grands ensembles de végétation qui sont en lien avec les massifs montagneux. Donc, les domaines alpins, finalement, ce sont tous les secteurs où les roches sont affleurantes. On a quand même une végétation qui est assez rase. Et ce qui concerne la vallée du Taro, on a donc, ici, on a donc, une végétation qui est plutôt caractérisée par du mésoméditerranéen, donc, dans le contexte insulaire, donc des formations avec de l'oléastre, de l'olivier sauvage, de l'arbousier, de la bruyère arborescente, en tout cas les formations qui sont caractéristiques encore à l'heure actuelle de la Corse. Donc, je reprends rapidement donc, les grandes classifications archéologiques qu'a déjà présenté Kevin. Donc, ce sont des études qui ont été réalisées sur différents secteurs de la Corse, en tout cas pour restituer l'histoire de la végétation. Donc, à la fois des études qui ont été réalisées sur des domaines littoraux, ou soit des études qui ont été réalisées plutôt en altitude, sur les lacs d'altitude comme celui qui vous a été présenté par Kevin en arrière d'une moraine. Donc, les grands traits finalement de la végétation, c'est au cours du néolithique, on a le maximum de la bruyère arborescente, une évolution au cours du néolithique et du chalcolithique qui est caractérisée principalement par l'extension des forêts de chênes jusqu'à 1300 mètres d'altitude, et du chêne vert dans les secteurs qui sont plus littoraux. Donc, c'est une expansion qui se fait au détriment du maquis, qui est principalement composé donc, à basse altitude, encore à l'heure actuelle, par des bruyères arborescentes. Et enfin, la troisième grande période, c'est finalement depuis 1600 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. C'est l'augmentation des céréales. Bon, c'est quelque chose qui est, somme toute, relativement classique dans le secteur méditerranéen. Et on a entre 400 et 600 après Jésus-Christ une dégradation importante du chêne à feuilles caduques. Et au cours de la période génoise, on a un déclin de tous les types de forêts et l'introduction de certaines espèces, comme par exemple la châtaigne, qui est caractéristique de la Corse encore à l'heure actuelle. Donc, un des traits finalement qui est assez exceptionnel finalement en Corse, c'est quand même la culture de l'olivier, des noix et donc de la châtaigne et de la vigne, qui sont des éléments qui finalement nous ont aidés à avoir des marqueurs temporels pour certaines périodes où finalement on avait relativement peu de datation. Donc, on a pu utiliser finalement des marqueurs chronologiques issus de l'archéologie pour pouvoir dater nos sédiments dans certaines formations. Donc là, comme on est en train de parler de formation de basse vallée, si le détritisme qui est issu des principaux cours d'eau est très important pour essayer de reconstruire l'environnement ancien, on est quand même dans un domaine qui est sujet quand même à l'influence du niveau marin. Donc, il était important quand même de rappeler un petit peu cette évolution. Donc, on a un niveau qui, au moment du maximum glaciaire, était environ à 120 mètres plus bas. Donc, il faut imaginer que l'ensemble des formations sédimentaires qui datent depuis le pléniglaciaire sont à 120 mètres de profondeur dans la basse vallée, au moins, enfin, au maximum, pardon. Et donc, on a une augmentation rapide jusqu'à environ 7000 avant Jésus-Christ, puis une stabilisation progressive du niveau marin. Donc ça, cette information, elle est primordiale pour essayer de comprendre un petit peu l'évolution des basses vallées, puisque l'augmentation rapide du niveau marin va induire que l'entrée de l'eau, la transgression maximale holocène va être particulièrement marquée
dans des secteurs qui vont être très incisés, comme par exemple en Corse, mais aussi par exemple à Chypre. On voit des morphologies alluviales, enfin en tout cas des morphologies côtières qui sont caractérisées par des rias, donc des entrants du domaine marin très en avant dans les domaines côtiers. Sur certains secteurs, même par exemple de la Méditerranée orientale, on a pu mettre en évidence, des études ont mis en évidence que le domaine marin pouvait se retrouver à une 60aine de kilomètres à l'intérieur des terres. Donc, c'est au travers de ce prisme qu'il faut regarder l'environnement et essayer de regarder l'environnement des populations préhistoriques et non pas avec la morphologie de la plaine alluviale telle que l'on peut la voir à l'heure actuelle. Donc ça, c'est d'autant plus vrai pour les périodes les plus anciennes, mais même pour les périodes récentes, on peut voir par exemple qu'à l'âge du bronze, le niveau de la mer était à environ 1,50 m plus bas que celui à l'heure actuelle, et qu'il progressivement, il va se stabiliser jusqu'à la période médiévale aux alentours de 40 cm en dessous du niveau actuel. Mais ces petites variations vont induire de grands changements au niveau de la morphologie de la plaine alluviale. Et de la plaine alluviale, notamment de la basse plaine alluviale quand même. Donc, si la variation du niveau marin a été bien corrélée, bien contrainte à l'échelle de la Méditerranée, il n'empêche que sur certains secteurs, de façon ponctuelle, on peut toujours se poser des questions aussi sur l'influence de la néotectonique, sur la variation, enfin sur les changements morphologiques que l'on peut avoir dans les basses vallées. Et notamment, c'est quelque chose qui avait été proposé dans les années 2001, dans les années 2000, où on avait vu que les travaux de Colline Agira avaient pu montrer qu'il y avait une différence de variation du niveau marin entre le sud et le nord de la Corse. Donc ici, on a les données en noir qui ont été acquises sur Bonifacio et les données qui ont été acquises sur le Cap Corse. Et on voit qu'il y a quand même une différence assez importante, quand même, de l'ordre de 2 mètres, qui peut induire donc des différences assez importantes sur les transformations des basses vallées entre le nord et le sud de l'île. Ça, pour l'instant, c'est encore des questions qui sont encore largement en suspens, qui sont assez peu débattues, mais en tout cas, c'est qu'il y a quand même une question qui reste en suspens et qu'il faudra dans les prochaines années aussi essayer d'explorer pour pouvoir restituer avec plus de précision l'évolution et la chronologie des événements de l'évolution des basses vallées. Donc, au niveau de l'occupation humaine de l'île, je vais rapidement reprendre donc, les grands traits qu'a précisé Kevin. Donc, au néolithique, on a déjà dans la basse vallée une présence humaine qui est importante. Au chalcolithique, on a une densification de la population. Au cours du bronze ancien et moyen, on a la fortification des sites du sud de l'île. Donc ici, vous avez une carte qui reprend la localisation des différents sites fortifiés qui existent dans le sud de l'île, enfin dans l'île en entier. Et au final, on voit bien qu'il y a un secteur particulier qui présente une plus grande densité d'occupation, une plus grande densité de fortification des sites. Et la vallée du Tar est un des secteurs majeurs de ce type d'occupation. Et enfin, au cours du bronze récent et final, donc on a eu un abandon des sites littoraux qui ont été pendant très très longtemps, et puis c'est quelque chose, c'est un narratif qu'on retrouve aussi qu'on retrouve à Chypre, c'est ce qu'on appelle la période sombre, le Dark Age de la période du bronze final. On retrouve exactement la même problématique à Chypre, où beaucoup de sites côtiers ont été désertés. Alors bon, ces questions sont toujours en suspens, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qui est homogène à l'échelle de toute l'île de Chypre. Certains sites sont abandonnés, comme par exemple le site emblématique d'Enkomi, et d'autres sites comme celui de Palépaphos montrent une continuité de l'occupation. Donc ça, c'était aussi une des questions finalement initiales qui a donné lieu à notre étude. C'est finalement cette grande question de qu'est-ce qui se passe dans les basses vallées à la période du bronze récent à finale. Donc,
Voici le site d'Iqaluit à Paralt, avec, donc, comme l'a présenté Kevin, les structures, les castés, avec les structures en tore, une petite coupe qui représente un petit peu la localisation des différents monuments. Donc, je ne reviendrai pas forcément là-dessus, mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'on a clairement une occupation stratégique. C'est-à-dire que même s'il y a association entre des habitations et que c'est des structures qui sont probablement beaucoup plus polyvalentes que simplement des structures défensives, on a quand même une occupation stratégique du milieu avec un contrôle du territoire et qui domine finalement toute la plaine alluviale. On a un contrôle visuel qui est extrêmement vaste. Et ce qui est encore plus, ce qui sera finalement une des questions, à mon avis, à étudier plus précisément, c'est de voir quelle est la relation visuelle entre les différents sites, non pas simplement en essayant de regarder d'un site à l'autre, mais en essayant de conduire une analyse spatiale pour voir un petit peu quelle est l'occupation du secteur et quelle est la perception du territoire à cette époque. Donc, comme le disait Kevin, le site a livré quand même de nombreux restes organiques. Alors, c'est quelque chose qui est exceptionnel à l'échelle de l'île, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, les terrains sont granitiques, donc ce sont des terrains qui sont extrêmement acides. Et en général, on retrouve très très peu de restes organiques, soit en raison donc de pillage ou de réutilisation ultérieure des sites archéologiques, mais aussi dû à l'acidité du sédiment qui fait que les pollens, les restes organiques sont très peu conservés. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, à la période néolithique, il y a plusieurs ensembles végétaux qui ont été retrouvés sur le site archéologique, donc notamment donc des graminées et aussi des fèves qui montrent finalement qu'il y a quand même une agriculture qui est certes pas forcément le plus développé possible, mais en tout cas qui est attestée sur le site archéologique. C'est beaucoup plus à la période donc, du milieu du chalcolithique et de la fin du chalcolithique que l'on a finalement la plus grande diversité de formes cultivées, avec quand même énormément de belles concentrations. On a aussi ce qui a été mis en évidence, c'est notamment la présence de noyaux d'olives. Et ça, c'est quelque chose qui a été important de mettre en évidence, puisque dans nos études, on a pu voir qu'il y avait peut-être un indice justement d'une agriculture précoce et notamment d'une agriculture très diversifiée, qui n'était pas simplement orientée vers la production de farine ou de la production de céréales, mais qui pouvait être aussi axée vers de la sylviculture. Et au contraire, on a pu observer, enfin, il a pu être observé sur le site archéologique d'Iqaluit qu'à la période du bronze moyen, il y avait donc une raréfaction des restes liés à l'agriculture, qui est donc probablement liée non pas à un biais archéologique où on retrouve assez peu en raison du sédiment, puisque au final, pour le chalcolithique, pour des périodes plus anciennes, on a bien des restes carpologiques, mais qui est probablement dû à une agriculture moins intensive sur le secteur. Donc, les grandes questions finalement qui sont posées sur la vallée du Tare, c'est que les formations sédimentaires de la vallée, finalement, avant mon étude, n'étaient pratiquement pas du tout étudiées, et qu'il n'y avait pas de datation finalement sur les sédiments de la plaine alluviale. Au final, les travaux précédents ma thèse ne concernaient que les formations qui étaient quaternaires et quaternaires, c'est-à-dire plutôt pléistocène, et ne concernaient pas du tout la période Holocène et ne concernaient pas du tout les périodes archéologiques. Et donc ça, c'est plutôt des questions qui se posaient sur à la fois les formations alluviales, mais aussi d'une façon plus générale sur la mosaïque des paysages de la basse vallée.
essayer de caractériser finalement comment le paysage se compose et comment est-ce que chacune des unités de ce paysage ont pu évoluer de façon différente et essayer de mettre ça en relation un petit peu avec l'occupation du secteur. Et donc, au travers d'une analyse qui finalement va être plus de géographie physique, de géomorphologie, il était important d'avoir un accès aussi à la composition de la végétation. C'est-à-dire que le paysage, ce n'est pas simplement des formes alluviales, la présence ou l'absence de lacs ou d'étangs littoraux, mais c'est aussi de savoir quelle est la composition de la végétation pour avoir aussi une information sur à la fois sa morphologie et aussi sur les activités qu'ont pu avoir les civilisations anciennes dans ce secteur. Et enfin, la troisième question, donc toujours sur le paléenvironnement du secteur, c'était de restituer un petit peu la morphologie de la basse vallée, c'est-à-dire où se situait la rivière, quelle était la forme ou la présence des étangs dans la basse vallée, et savoir où était la ligne de rivage un petit peu. Donc pour cela, en fait, on a mis en place une étude qui est pluridisciplinaire, qui associe à la fois les géosciences de l'environnement à la partie archéologique, puisque c'est un projet qui finalement a été mené donc, en collaboration étroite avec Joseph Cesari, avec Franck Léandre, et qui a travaillé sur le secteur, avec Kevin aussi, qui a beaucoup travaillé et qui a quand même une connaissance extrêmement approfondie de l'occupation du secteur. Et donc, cette approche interdisciplinaire qui associe donc, à la fois des carottages, à la fois de la géographie historique, c'est-à-dire on a travaillé sur des cartes anciennes. Alors bon, il n'y a pas de carte ancienne pour la période de l'âge du bronze ou du chalcolithique, mais en tout cas pour les périodes les plus récentes qui concernent par exemple le XVIIIe siècle, la fin du petit âge de glace, et on a pu avoir finalement accès à des données cartographiques. Donc, on a pu croiser un petit peu tout ça avec des prospections géophysiques qui nous ont permis de caractériser donc, les formations superficielles de la basse vallée. Et on a, sur l'ensemble de ces données, notamment sur les carottages, on a pu réaliser donc, des analyses physico-chimiques, c'est-à-dire de la granulométrie, de la susceptibilité magnétique, de la perte au feu, pour pouvoir caractériser vraiment les environnements de dépôt. Et on a pu réaliser, donc on a pu profiter d'une étude préalable de la palynologie, enfin du contenu en pollen des carottes, pour pouvoir restituer la dynamique du paysage depuis l'Holocène récent. Donc, voici une image, une photographie, une image satellite de la basse vallée. En rouge, vous avez donc les différents carottages qui ont été réalisés donc, en contrebas du site d'Ikalanki-Saparalt. En noir, vous avez les sites majeurs qui sont liés à la période donc, de l'âge du bronze, chalcolithique, néolithique, chalcolithique, âge du bronze. Il y a un autre carottage qui a pu être réalisé en 2016-2017 par Ghilardi sur l'étang de Kaniichia. Donc, vous avez deux principaux étangs dans la basse vallée, Tankiichia en rive droite et Kaniichia en rive gauche. Et tout ce qui est en vert, ce sont des carottages qui ont été réalisés par le BRGM. Donc, on a là en fait deux données sédimentaires différentes, à la fois de la haute résolution sur Tankiichia et Kaniichia, et des données qui sont à faible résolution, c'est-à-dire qu'on a simplement pu avoir accès à la stratigraphie grossière du secteur sans datation, mais ça nous a permis de caractériser les formations sédimentaires de la plaine alluviale. Sur la figure, la photographie de droite, vous avez donc la localisation du site archéologique d'Ikalanki-Saparalt, ainsi que les différents carottages qui ont été réalisés au cours des années, à partir de 2005, et le sondage qui a été réalisé par Rey à la fin des années 80. Donc, c'est le sondage de Rey qui a permis de restituer la dynamique de la végétation, alors que les travaux que l'on a pu réaliser sur les carottages Cannes 1, 2 et 3 avaient plus vocation à restituer la dynamique sédimentaire. Donc, c'était deux travaux finalement qui étaient complémentaires. Sur la première carte, oui, j'ai oublié de vous le dire, ce qui est en zone blanche, c'est finalement
prospections géophysiques qui ont été réalisées sur la basse vallée, dont l'objectif était de restituer le cours ancien du Taravo et de voir s'il y avait une communication avec l'étang de Caninichia. Puisque c'était une des questions que l'on se posait sur la morphologie du paysage, savoir s'il y avait une communication directe avec le lac ou s'il y avait finalement une alimentation qui ne se faisait que par les cours d'eau temporaires qui drainent les versants au sud du site archéologique d'Ikalanki-Saparata. Donc, les principaux résultats de l'analyse stratigraphique sont ici présentés, donc avec les différentes datations. Donc, ces analyses-là, donc on a pu réaliser. Donc là, vous avez la susceptibilité magnétique qui nous indique normalement, on a deux informations. Soit on va avoir une information sur les niveaux de sol anciens, c'est-à-dire que normalement on a une augmentation du magnétisme si on a une formation de sol. Ou on peut avoir un deuxième argument, c'est celui de l'apport détritique, c'est-à-dire des apports qui proviendraient de secteurs qui sont de roches plus magnétiques, qui proviendraient probablement de l'amont du Taravo, puisque toutes les formations géologiques que l'on a dans la basse vallée, et notamment ce qu'il y a autour du site archéologique d'Ikalanki, ce sont des roches qui sont relativement peu magnétiques en comparaison avec des roches qui sont soit dans la moyenne vallée, soit dans la vallée haute. Donc, simplement pour une petite parenthèse, on a fait une analyse à la fois de la susceptibilité magnétique et de la granulométrie pour essayer de voir s'il y avait une corrélation entre les apports détritiques et la susceptibilité magnétique. Et en effet, on voit bien qu'il y a une régression linéaire très bien marquée sur l'unité D3 que l'on voit donc ici, où il y a la susceptibilité magnétique qui est particulièrement importante et qui est bien corrélée avec la granulométrie des dépôts. Donc, on a bien un signal magnétique qui est en lien avec les apports du Taravo et non pas avec la pédogénèse. Donc, cette phase-là nous indique qu'il y a une très forte variation de l'intensité des dépôts et que ces dépôts finalement proviennent de l'amont du bassin versant. Donc, c'est une période qui est aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. Donc là, on retombe sur finalement les problématiques qui avaient été avancées par Kevin, de dire que oui, il y a quelque chose de particulier qui se passe à cette période-là. Et les études justement à la fois stratigraphiques et palynologiques permettent de renseigner les événements environnementaux, enfin, ce qui a pu se passer au niveau de l'environnement à ce moment-là. Donc la granulométrie, vous pouvez voir que les formations les plus anciennes qui sont en lien avec le deuxième millénaire avant Jésus-Christ sont des formations qui sont extrêmement grossières, qui sont en lien finalement avec l'occupation, la dynamique sédimentaire du Taravo. On va avoir des phases qui sont donc ici en marron, qui sont beaucoup plus en lien donc avec des formations tourbeuses et qui montrent qu'il va y avoir un assèchement du secteur, puisque bon, voilà, quand on a des formations qui sont soit sableuses, soit gravillonneuses, c'est vraiment qu'il y a un flux qui va passer, alors que la tourbe, c'est beaucoup plus une stabilisation de l'environnement. Et donc, on va avoir une grosse phase de stabilisation aux alentours donc, de 1300, 1400 avant Jésus-Christ. Et progressivement, après 1200, on va avoir progressivement le retour à des environnements qui sont beaucoup plus stables, aux alentours donc, de 800, 600 avant notre ère. Donc, comme on a pu réaliser 3 carottages sur ce secteur, on a pu montrer que on a pu restituer en partie la stratigraphie de l'ensemble de la zone humide. Donc, on voit bien qu'il y a depuis Cannes 3 qui est localisé à proximité des cours d'eau temporaires. On va avoir une formation sédimentaire qui est extrêmement condensée, avec des formations sédimentaires beaucoup plus anciennes, avec une faible profondeur. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne des zones d'apport, on va avoir une dilatation des sédiments. Donc, on voit bien qu'il y a un petit delta qui s'est formé
juste à proximité, en contrebas du site archéologique d'Ikalanki, et qui est en lien donc avec les cours d'eau qui drainent à la fois le site archéologique, mais les sommets qui sont vraiment localisés juste à côté. Donc on a un accès, grâce à ces carottages-là, à la géométrie des dépôts en profondeur et sur un transect est-ouest. Donc là, c'est justement, c'est là où finalement la palynologie a pu être d'une grande aide, puisque finalement, on avait pu avoir des datations sur les formations tourbeuses les plus, enfin, pas les plus anciennes, mais celles qui étaient vraiment juste avant, donc ce que j'ai appelé la phase T3. Et finalement, ces datations sont en assez bonne corrélation, c'est-à-dire, bon, quand même, 500 de notre ère, c'est un petit peu tardif finalement pour du romain, mais en tout cas, l'apparition de certaines formations, de certains pollens, concorde avec finalement la période romaine, et l'apparition du châtaignier nous permet, pour les secteurs, enfin pour les formations sédimentaires les plus récentes, pour les niveaux de tourbe les plus récents, d'avoir un accès, enfin d'avoir une donnée chronologique et de relier finalement ce niveau de tourbe à la période pisane. Donc, ce qui est le plus important finalement, c'est pas ce qui est le plus important, ce qui a été quand même assez marquant pour cette étude-là, c'est finalement la mise en évidence d'une pulsation sédimentaire avant 3000, aux alentours, oui, avant 3000 avant Jésus-Christ, d'une deuxième pulsation sédimentaire aux alentours de 1700 avant Jésus-Christ, et d'une troisième pulsation sédimentaire entre 1200 et 1000 avant Jésus-Christ. Donc là, on est bien dans l'occupation justement du bronze final. Et donc, on peut dire, bon, je me garderais bien de faire du déterminisme environnemental, mais en tout cas, on a une période d'occupation qui est contemporaine d'une phase d'alluvionnement important dans les temps de Kanichia. Donc, comme on a pu avoir accès, il y a plusieurs études qui ont pu être réalisées sur la basse vallée. Il y a des informations qui ont été acquises sur les temps de Tankic, il y a une information qui a été acquise sur les temps de Kanic. Il est possible en fait de restituer et de reconstruire une évolution de la dynamique sédimentaire de ce secteur de la basse vallée, en tout cas en corrélant un petit peu les données sédimentaires de chacun des côtés de la vallée. Et donc, ce qu'on met en évidence, c'est finalement une période qui est liée à l'Holocène ancien, donc plutôt des périodes reliées au néolithique, qui sont en lien avec des dynamiques sédimentaires importantes dans la basse vallée, donc des érosions assez importantes, un alluvionnement assez important. Et après, on retrouve les différentes phases dont je viens de vous parler. On les retrouve sur les deux secteurs, à la fois sur Tankiitia et sur Kaniitia. Un des aspects qui a été aussi marquant, c'est finalement sur l'étang de Tankic, la mise en évidence d'incursions marines juste entre 3400 avant Jésus-Christ et 1400 avant Jésus-Christ et 1800 avant Jésus-Christ, puisque les âges sont en BP. Donc, grâce au carottage et grâce aux datations que l'on a pu réaliser sur les formations de l'étang de Kanic, il a été possible de corréler l'évolution de la dynamique sédimentaire avec l'évolution de la composition de la végétation dans le secteur de Kaniitia. Donc, ça a été un des apports principaux de ces dernières années, c'est-à-dire la mise en évidence. Et encore là, on est encore en train de valoriser ces travaux. Le seul problème, c'est que les carottages que l'on a acquis sur Kanichia n'ont pas permis d'atteindre les niveaux les plus profonds qui avaient été analysés par le sondage de Maurice Rey dans les années 80. Mais en tout cas, ce qui a pu être mis en évidence, c'est qu'on a une sylviculture particulièrement importante et particulièrement marquée et précoce de l'olivier, des céréales et de la vigne au cours du Chalcolithique. Une diminution de l'occupation et notamment un abandon
en tout cas, pas un abandon, puisque au niveau des sites archéologiques, on continue à avoir une occupation, mais en tout cas, il y a un changement majeur de l'occupation du milieu par les populations locales et qui se traduit donc par une transition depuis de la sylviculture vers du pastoralisme, puisqu'on va avoir des plantes nitrophiles qui vont être très bien marquées pour la période donc, du bronze ancien, donc une transition à la fois vers une transformation des activités qui sont pratiquées sur le site. Avec de toute façon, on a toujours de la culture de l'olivier et des céréales. Donc, au niveau des pollens, il est extrêmement difficile de pouvoir différencier ce qui va être de l'olivier sauvage de l'olivier domestique, mais la corrélation entre les noyaux d'olive qui ont été retrouvés sur le site et l'augmentation des pollens pour en tout cas la période chalcolithique sont quand même des arguments concordants pour pouvoir dire qu'on a parmi les plus anciennes traces de la culture de l'olivier, à la fois au niveau insulaire, mais au niveau national aussi, au niveau de la France métropolitaine aussi. Au niveau de la transition vers la période donc, du bronze moyen, bronze récent, on est donc dans une période qui a été caractérisée par les études paléo-environnementales à l'échelle de la Méditerranée comme étant l'événement 3.2 avant le présent, qui est caractérisée à l'échelle de la Méditerranée occidentale par une période chaude et humide, donc qui est caractérisée par un alluvionnement extrêmement important des vallées. Comme l'événement 4.2 avait pu être identifié aussi, hein, c'est l'événement 4.2 qui marque la limite entre l'Holocène moyen et l'Holocène récent. Donc ça, c'est vraiment une unité stratigraphique qui se retrouve à l'échelle de la Méditerranée. Alors, on n'a pas les mêmes caractéristiques en fonction de la Méditerranée occidentale et de la Méditerranée orientale. Méditerranée occidentale, on va plutôt avoir des événements qui vont être chauds et secs, alors qu'en Méditerranée orientale, on va plutôt avoir froid et sec. Donc, l'événement 3.2 ou 1.2 BC, kilo-année, hein, donc toujours 1000 ans. Puis, une période d'abandon, on ne retrouve pas d'indices qui permettent de caractériser, de dire qu'il y a une occupation de la basse vallée au cours du premier âge du fer et de la période étrusque. Hein. On a très très peu d'indices d'arboriculture et de culture des céréales. Pratiquement pas du tout de plantes nitrophiles et une augmentation des formations arborescentes dans la basse vallée, donc ce qui traduit finalement une désertification du secteur. Et si je ne me trompe pas, bon, il faudrait qu'on en parle justement un petit peu plus avec Kevin. Je ne crois pas avoir entendu parler de sites de l'âge du fer. Peut-être que dans le plateau du Cochion, sur le site que Kevin fouillait, je crois qu'il y a des occupations de l'âge du fer, mais en tout cas, on n'en a pas dans la basse vallée. Ou alors, on n'a vraiment que des installations qui sont vraiment ponctuelles. De même, pour la période romaine, je crois, il n'y a pas de site de la période romaine dans la basse vallée. Par contre, on retrouve une augmentation de l'occupation du milieu au travers de la présence de pollen, donc notamment de la vigne et de l'olivier, plus tard du noyer, et une augmentation donc, du pastoralisme qui est marquée par l'augmentation des plantes nitrophiles. Donc là, on a beaucoup plus une occupation du secteur qui serait caractérisée par un agropastoralisme diversifié qui se traduit progressivement par une diminution. Voilà, on a plutôt un abandon du secteur à la période moyenâgeuse. Donc, pour les prospections électromagnétiques, les informations principales concernent donc la caractérisation des unités morphologiques de la basse vallée. Donc, les résultats nous ont permis de mettre en évidence les cours anciens du Taravo, mais aussi de voir un petit peu l'extension de la zone humide qui est associée à Caninichia et de voir un petit peu aussi quelle était la localisation des formations de versants. Donc, de pouvoir déterminer un petit peu où seront menées les
les différentes études si on veut caractériser à la fois la variabilité du limageur du Taravo, mais aussi, a posteriori, voir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir essayer de travailler pour essayer de caractériser l'évolution de la ligne de côte. Donc, l'ensemble de ces travaux nous a permis associer aussi avec une analyse spatiale et de la photointerprétation, et à chaque fois confirmer ces analyses de télédétection qui se font beaucoup sur ordinateur. Il était important aussi de préciser, de confirmer finalement nos observations par des études de terrain. Et donc, on a pu restituer la géomorphologie actuelle de la plaine alluviale du Taravo. Donc ça, c'est une condition préalable à toutes les reconstitutions paléo-environnementales que l'on va pouvoir proposer dans les… donc là, j'ai commencé à valoriser une partie de ces reconstructions paléo-environnementales, mais il va falloir affiner un petit peu ce modèle. Mais en tout cas, la carte géomorphologique est la condition préalable à toute reconstruction paléo-environnementale, paléogéographique de la basse vallée. Donc, le dernier aspect, ça a été, et que j'ai réalisé là ces 2 dernières années, ça a été de travailler sur les photographies, les photographies aériennes et les cartes anciennes. Donc, ces données cartographiques m'ont permis de remonter jusqu'au XVIIIe siècle, et donc de travailler sur une période qui était relativement peu connue en Corse, qui est le petit âge de glace. Donc, même si on est un petit peu loin des périodes archéologiques préhistoriques, ces données-là nous permettent quand même de mettre en évidence une mobilité assez importante du cours du Taravo. Notamment, bon, là, vous pouvez voir justement l'évolution depuis des méandres bien identifiés pour la période du petit âge de glace vers une diminution du nombre de méandres et une diminution de la largeur du cours d'eau. Mais ça vous donne une idée, pour une période qui est froide et plus humide, de la largeur des cours d'eau pour des périodes climatiques qui sont complètement différentes. De même, pour les étangs de Caniggia et Tanquiccia, avec toutes les réserves que l'on peut avoir sur les cartes anciennes, en tout cas, on voit bien que la taille des étangs était bien supérieure dans les périodes précédentes, à la fin du petit âge de glace, qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Donc, probablement qu'au cours de l'âge du bronze, la zone humide associée à Caniggia devait être beaucoup plus vaste et ne correspondait pas du tout à un petit étang comme on peut l'observer à l'heure actuelle. Donc, c'est finalement la zone sud de l'étang de Caniggia. C'est peut-être une des zones qui serait à privilégier pour des études plus poussées sur l'évolution de l'environnement. Et concernant aussi la basse vallée, ce qui a pu être mis en évidence, c'est l'existence d'un second bras du Taravo, et cette progressive disparition et sa déconnexion depuis donc c'est les années 60. Maintenant, il n'est plus du tout alimenté par le cours majeur. Et donc, ce que se posait comme question tout à l'heure Kevin, je crois que c'est l'étang de Pistiglio, qui est localisé donc à Portopolo, juste là. Et on voit pareil aussi une évolution du cordon littoral et de l'étang qu'il y a en arrière de ce cordon littoral. Donc, c'est aussi une des zones qui serait à privilégier pour des études ultérieures concernant l'évolution du trait de côte pour les périodes préhistoriques. Bien que, justement, bon, je vais vous le montrer maintenant, les carottages qui ont été réalisés sur Tanquiccia montrent qu'il y avait donc bien des incursions marines aux alentours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, le trait de côte serait beaucoup plus à retrouver dans ce secteur plutôt que sur les étangs littoraux. Mais ces étangs sont probablement d'origine médiévale, et je pense que c'est pas une zone à négliger. Je pense que, en tant que géomorphologue, même si il y a un intérêt direct à essayer de travailler sur les périodes de l'âge du bronze, puisqu'il y a des vraies problématiques d'occupation du milieu et de résilience des populations humaines au changement climatique, la période du petit âge de glace n'est pas est une période charnière aussi pour notre époque,
Et il serait très, très intéressant de pouvoir essayer de travailler et de caractériser plus finement les différents stades du petit âge de glace. Donc, pour avancer un petit peu sur les interprétations que l'on a pu faire sur le secteur d'Iqalanqui-Saparalte, les carottages nous ont permis un petit peu de restituer la dynamique d'occupation du milieu. Donc, on passe depuis une période inscrite entre 3000 et 2300 avant Jésus-Christ à un site qui est relativement vaste et qui occupe la partie sommitale de l'éminence rocheuse d'Iqalanqui-Saparalte. On a un marais, enfin un étang qui est relativement développé et des activités d'agriculture qui sont probablement localisées donc à proximité de l'étang. Il y a plusieurs zones qui peuvent être envisagées comme étant des potentielles zones d'agriculture. Donc, il y a toute la zone qui finalement est drainée, enfin qui est alimentée par les cours d'eau temporaires, mais il y a des zones relativement plates à proximité du cours du Taravo. Et voire même, on peut essayer d'envisager quelque chose qui serait, c'est un secteur d'exploitation qui pourrait être près du cours d'eau, bien que ces reconstitutions-là doivent être affinées par des carottages pour essayer vraiment de localiser le cours d'eau du Taravo. Si je l'ai mis en pointillé, c'est que son cours est encore à l'heure actuelle largement hypothétique. À la période de l'âge du bronze, entre 2300 et 1200, on a une densification et une intensification de l'occupation du secteur, donc avec, pour les périodes les plus récentes, la construction du monument tauriforme, du Castelli, et une augmentation de la part du pastoralisme sur l'économie de la population du site archéologique d'Iqalanqui-Saparalte. Donc là, si on imagine le pastoralisme, la zone vraiment pastorale est beaucoup plus vaste que celle qui est représentée, mais l'idée était finalement de montrer qu'il y avait une emprise de ces activités-là sur l'ensemble du secteur et que les activités agraires, finalement, ne concernaient plus que des zones qui étaient adjacentes et qui n'étaient pas forcément les plus dominantes. Enfin, à la période 1200-1000, on a une diminution de l'occupation du secteur, donc on ne retrouve plus que le monument tauriforme d'Iqalanqui, qui est associé à une dynamique sédimentaire extrêmement importante, un alluvionnement et un colluvionnement bien marqué, qui conduit au comblement de la zone humide en contrebas du site archéologique, qui est probablement associé aussi à des apports du Taravo, donc dans un contexte général méditerranéen d'augmentation du détritisme sur tous les cours d'eau. Donc, il y a une certaine concordance, en tout cas au niveau de la chronologie des événements. On va avoir à la fois une déstabilisation environnementale et une transformation finalement de l'occupation du secteur. Et enfin, à la période avant Jésus-Christ jusqu'à 500 de notre ère, on a un abandon du site archéologique d'Iqalanqui et des activités agropastorales qui sont certes toujours présentes, mais qui ont tendance à diminuer et à être beaucoup moins marquées. Suite aux données paléo-environnementales qu'on a pu acquérir sur la basse vallée et grâce à la mise en place, donc à la création de cette carte géomorphologique, on peut commencer à réfléchir sur des reconstitutions de la paléogéographie de la basse vallée. Donc, comme il a été démontré qu'il y avait eu des incursions marines au niveau de l'étang de Tankic aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, eh bien, le secteur était probablement sous influence marine et un grand secteur, même si sa délimitation reste encore sujet à un grand nombre de questionnements sur sa localisation, la localisation de la ligne de rivage. On peut imaginer qu'une grande partie finalement de la plaine alluviale devait être encore noyée ou en tout cas sous influence marine.
En revanche, pour la même période, l'étang de Canich ne montre pas du tout de formation marine, hein. Donc là, on est beaucoup plus dans un domaine qui va être alluvial. Donc là, on est vraiment en arrière de la zone d'influence marine. Alors de là à essayer d'avoir des questionnements sur des ports, la présence de ports, ça reste encore très très vague, hein. Tant qu'on n'a pas une ligne de rivage fixe, bien précise, ce sera difficile d'avoir des réponses par rapport à ce point-là. Mais en tout cas, on a un secteur, en tout cas un site d'Iqaluit-Saparalt, qui est quand même beaucoup plus proche du domaine marin que ce qu'il peut l'être à l'heure actuelle. C'est vraiment pour essayer de donner une perspective un petit peu différente à ce que l'on peut percevoir à l'heure actuelle. La deuxième carte, puisque finalement les données paléogéographiques ne sont pas forcément très précises pour tout ce qui va être de la période de la fin de l'âge du bronze, de la période de l'âge du fer, on n'a pratiquement pas de données, hein, donc il est pratiquement impossible d'avoir une reconstitution paléogéographique. En revanche, la fin du petit âge de glace peut être bien renseignée par les cartes, et donc là, on peut voir qu'on a pu montrer que la ligne de rivage était localisée bien en avant de la ligne de rivage actuelle. Et donc, jusqu'à la période actuelle, entre le petit âge de glace et la période actuelle, on va avoir une érosion finalement des secteurs côtiers, avec un mouvement du Taraveau, notamment la disparition progressive du petit cours d'eau, du Pistig, qui était beaucoup plus marqué à la période du petit âge de glace. Là, on est vraiment à la fin du petit âge de glace, donc probablement qu'il doit y avoir un bras majeur, voire peut-être même le bras majeur qui devait passer de ce côté-là, et la transition vers la morphologie que l'on peut observer à l'heure actuelle. Donc, les questionnements actuels correspondent à la continuité un petit peu de ce que je viens de vous présenter. Donc, on réfléchit toujours sur l'origine et sur la chronologie des événements, qu'ils soient à la fois d'origine fluviale, colluviale, mais aussi côtière. Il faut aussi pousser un petit peu plus les réflexions sur les collaborations entre archéologues et géomorphologues sur l'intensité des activités agropastorales au cours du Chalcolithique et de l'âge du bronze, puisque même si on a des données sur Iqaluit-Saparalt, il serait intéressant justement de multiplier un petit peu ces observations-là, et les recherches actuelles sur le site de Basy seront primordiales pour pouvoir avoir plus d'informations sur la période du néolithique. Et enfin, ces différentes questions nous apporteront plus d'informations sur les interactions et les adaptations des sociétés anciennes aux changements climatiques, aux changements environnementaux. Hein, puisque même s'il y a une péjoration climatique qui a été identifiée aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, qui est corrélée au niveau méditerranéen, à la fois au niveau environnemental, mais aussi à des changements importants au niveau de l'organisation des populations et de la disparition d'un certain nombre de sites, en tout cas des sites côtiers. En Corse, on a pu démontrer que finalement, la culture de l'âge du bronze se perpétue, c'est-à-dire que ce n'est pas l'événement 1.2 à 1200 l'événement environnemental de 1200 qui a conduit les populations à disparaître. Hein. Il y a eu beaucoup plus une résilience des populations qui, au lieu de disparaître, se sont réfugiées sur des zones qui sont beaucoup plus protégées, notamment en essayant de bouger vers les secteurs les plus amont du bassin versant. Et donc là, on a un modèle d'adaptation réussi en Corse des populations anciennes, un modèle d'adaptation des populations anciennes au changement climatique. Donc, on est loin du déterminisme environnemental, on est beaucoup plus sur des questions de qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal, comment est-ce que finalement ces changements environnementaux sont perçus et quelles vont être les adaptations qui ont été mises en place par les populations anciennes, qui ont pu finalement perdurer sur un même secteur d'occupation. Les nouvelles données paléoenvironnementales et paléogéographiques permettent de restituer l'évolution de l'environnement depuis environ 3000 avant Jésus-Christ, donc depuis l'Holocène moyen. On a pu mettre en évidence qu'il y avait une évolution
importante et rapide du paysage aux alentours donc, du Chalcolithique et de l'âge du bronze. Et on a pu mettre en évidence aussi qu'il y avait une activité agropastorale qui était extrêmement diversifiée au sein de proto-villages. Donc, moi, j'hésite toujours à appeler des villages, des agglomérations, finalement, des agglomérations, puisque village, on m'a appris que finalement, c'était une appellation qui était romaine. Et donc, du coup, l'agglomération de maisons, j'ai plutôt tendance à appeler ça proto-village. Après, ce n'est qu'une question sémantique. Là, on a vraiment une occupation qui regroupe des populations et on est dans la définition de ce qu'est un village, peu importe la période que l'on prend en considération. On a donc aussi une domestication et une exploitation finalement qui est extrêmement précoce de l'olivier notamment et qui démontre soit qu'en Corse, on a été à l'origine finalement de la domestication de l'olivier ou soit que finalement la Corse s'inscrit dans des réseaux d'échanges qui sont à l'échelle de la Méditerranée, hein, puisqu'on est sur, pour la domestication de l'olivier, on est sur des dates qui sont comparables à ce que l'on peut observer en Méditerranée orientale. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on est vraiment sur des populations qui n'ont pas disparu suite à des changements climatiques majeurs et qu'on est beaucoup plus sur des adaptations réussies au changement climatique et qu'il faudra discuter justement des réorganisations socioculturelles qui ont pu avoir lieu à ce moment-là pour essayer d'affiner notre modèle de l'évolution des interactions entre l'homme et son environnement. Donc voilà, donc les perspectives un petit peu de recherche concernent principalement trois axes. Tout d'abord, essayer de continuer un petit peu sur ces problématiques de paléogéographie de la basse vallée. Donc, au travers notamment de prospection géophysique, essayer d'étendre un petit peu ces prospections et de les diversifier pour avoir accès à une morphologie de la ligne de côte pour les périodes les plus anciennes, donc en associant prospection géophysique, photogrammétrie. On peut imaginer justement des reconstitutions grâce à des relevés photogrammétriques grâce à un drone. Essayer de réaliser des carottages terrestres dans la zone de la basse plaine alluviale entre l'étang de Canicia et Tanquicia pour essayer de localiser des anciens cours du Taravo, mais aussi essayer d'atteindre les formations les plus profondes qui sont en lien avec les formations qui sont à dominante marine, pour justement, grâce à ces carottages terrestres, essayer d'affiner la chronostratigraphie des dépôts et essayer d'avoir accès à finalement une résolution temporelle beaucoup plus fine de l'évolution du paysage. Notamment, ça je l'ai assez peu développé sur la présentation, mais on a très très peu de données sur notamment la période romaine et médiévale dans la basse vallée du Taravo. Donc c'est aussi une période culturelle à essayer d'étudier. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc essayer de restituer l'évolution de la ligne de côte depuis le début de l'Holocène. Donc, l'idée aussi, c'est d'essayer de travailler donc, un petit peu ce que je disais tout à l'heure en off sur Chypre, c'est essayer justement de travailler sur la chaîne opératoire du cuivre, puisqu'on a des objets en cuivre, on a une métallurgie du cuivre sur les sites archéologiques, on a des creusets, on a des éléments, des objets qui sont en cuivre et en bronze. En revanche, la métallurgie du cuivre est relativement peu étudiée en Corse, alors que tout d'abord, on a des mines de cuivre en Corse. Il y a toujours la problématique de l'approvisionnement par d'autres secteurs et notamment la grande question du contact entre Chypre et la Corse. Vous avez ici une photographie qui m'a été transmise par Kevin d'un lingot peau de bœuf, oxide ingots. Et aussi donc de voir un petit peu si ce signal, si cette métallurgie du bronze peut être identifiée au sein des formations sédimentaires et savoir si on peut utiliser cette métallurgie comme un indice de contamination de l'environnement et comme un indice temporel de certains dépôts.
pour voir si, vu qu'il y a toujours la question du combustible qui est utilisé pour les travaux de métallurgie, voir si on peut corréler la variation de la composition de la végétation avec une dynamique qui serait liée à la métallurgie. Et enfin, bon, voilà, hein, ça c'est d'une manière générale, à l'échelle de l'île, essayer de continuer à travailler sur les comparaisons à l'échelle insulaire, mais aussi à l'échelle régionale, en essayant de multiplier les points d'observation à la fois sur les littoraux, mais pas que, en essayant aussi de travailler sur les secteurs de moyenne montagne, puisque, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a probablement une transition au cours du bronze final enfin du bronze moyen à final, donc de sites qui sont plutôt des sites côtiers, enfin des sites côtiers, des sites dans la basse vallée, à des sites qui sont dans la moyenne vallée, et donc d'essayer de voir, de caractériser un petit peu plus précisément comment se passe cette chronologie, est-ce qu'on peut avoir en zone de moyenne montagne des informations morphosédimentaires qui nous permettent de renseigner cette occupation. Donc, je vous remercie de votre attention et je pense qu'on peut commencer la discussion entre nous sur soit le palais environnement, soit l'occupation du secteur en collaboration avec Kevin.